Bienvenue, chercheurs de sagesse. Dans la réflexion tranquille de nos vies, au milieu de la marche implacable du temps, se trouve un mystère profond, l'énigme du soi. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage, non pas à travers le monde, mais en nous-mêmes. Comme le croyaient les stoïciens, pour comprendre l'univers, nous devons d'abord nous comprendre nous-mêmes. Mais que signifie vraiment se connaître soi-même ? Est-ce la reconnaissance de nos désirs, de nos peurs, ou peut-être l'acceptation de notre existence éphémère ? Ensemble, nous allons démêler ces questions en regardant à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Car dans ces enseignements intemporels, nous pourrions trouver les clés de la conscience de soi, de la tranquillité et peut-être de l'essence même de l'être. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt à voyager à l'intérieur de vous-même, à remettre en question vos perceptions, à affronter l'inconnu et à découvrir la véritable nature de votre être? Alors commençons. Principe numéro 1. Le miroir des autres. Au cœur de la Rome antique, vivait un jeune homme nommé Cassius, dont l'esprit était aussi ardent que le soleil romain. Cassius, bien que noble de naissance et courageux de cœur, était souvent prompt à la colère et au jugement. Il voyait le monde en noir et blanc, avec peu de place pour les nuances. Un jour, alors qu'il se promenait dans le marché animé, sa colère s'enflamma contre un marchand qui l'avait accidentellement bousculé. Les mots durs de Cassius attirèrent une foule, parmi laquelle se tenait un vieux philosophe stoïcien sage nommé Gaius. Gaius, connu pour son calme et ses pensées perspicaces, s'approcha de Cassius avec un sourire doux. « Cassius, dit-il, pourquoi laisses-tu ton feu intérieur te consumer ainsi ? Le monde agit comme un miroir, reflétant ce qui se trouve en nous. Ta colère en dit plus sur toi que sur le monde. » Cassius, surpris par les paroles de Gaius, se moqua. « Que sais-tu de mon feu intérieur, vieil homme ?» Gaius répondit calmement. « Je sais ce que Marcus Aurelius, l'empereur sage et stoïcien, a dit un jour. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Ta colère ne nuit pas au monde, Cassius, mais elle obscurcit ton jugement et ta paix. » Intrigué et légèrement humble, Cassius demanda à Gaius d'expliquer davantage. Gaius partagea une histoire de sa jeunesse, comment lui aussi autrefois se révoltait contre chaque affront perçu, pour réaliser finalement que sa colère était le reflet de son trouble intérieur. Il parla de la croyance stoïcienne, que en comprenant et en contrôlant nos émotions, nous pouvons voir le monde plus clairement et agir avec sagesse et vertu. Cassius passa de nombreux jours à méditer sur les paroles de Gaius et à observer ses propres reflets dans les actions des autres. Il commença à voir que sa colère naissait souvent de la peur ou de l'orgueil et qu'en affrontant ses émotions, il pouvait trouver une approche plus calme et raisonnée de la vie. Les années passèrent et Cassius devint un leader respecté, connu pour son équité et sa sagesse. Il se souvenait souvent des paroles de Marcus Aurelius et de la leçon de Gaius, comprenant que le monde autour de lui servait de miroir à son moi intérieur. Il trouva la force dans l'introspection et la paix dans la maîtrise de soi, incarnant les vertus stoïciennes qu'il avait autrefois rejetées. L'histoire de Cassius se répandit loin et largement, rappelant que les émotions que nous voyons chez les autres reflètent souvent notre propre monde intérieur. En comprenant cela, nous pouvons transformer nos perceptions et nos réactions, trouvant force et sagesse en nous-mêmes. Principe numéro 2, la dichotomie du contrôle réimaginé. Dans la ville animée de New York, vivait une jeune femme nommée Emma, qui prospérait grâce au contrôle et à la précision dans sa vie. En tant que chef de projet dans une grande entreprise technologique, les journées d'Emma étaient un tourbillon de délais, de réunions et de calendriers méticuleusement planifiés. Cependant, malgré son succès, elle se sentait souvent dépassée, comme si elle luttait constamment contre une marée inflexible. Un soir d'automne, Emma se retrouva encore une fois à travailler tard, la lueur de son écran d'ordinateur étant la seule lumière dans le bureau. Un message de son frère, un homme serein et réfléchi qui avait adopté la philosophie stoïcienne, apparut. C'était une citation de Marcus Aurelius.
Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette citation résonna chez Emma. Elle réalisa que dans sa quête de contrôle sur chaque aspect de sa vie, elle ignorait un enseignement fondamental des stoïciens, la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Le lendemain matin, alors qu'elle se promenait dans Central Park, Emma réfléchit à cette dichotomie. Elle pensa à ses réactions aux éléments imprévisibles de ses projets, à sa frustration lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu, et à son anxiété constante de parvenir à la perfection. À ce moment de réflexion, elle décida de réimaginer son approche du contrôle. Emma commença à se concentrer sur ce qui était sous son contrôle, ses réponses, ses actions et son état d'esprit. Elle commença à accepter que les événements extérieurs, comme les actions de son équipe ou les changements soudains dans le périmètre du projet, étaient bien souvent au-delà de son influence directe. Ce changement de perspective apporta un nouveau calme et une efficacité accrue à son travail. Les mois passèrent et les collègues d'Emma commencèrent à remarquer un changement. Elle devint connue pour son attitude posée, même face à des défis imprévus. Emma découvrit qu'en acceptant les limites de son contrôle, elle pouvait répondre de manière plus créative et adaptative aux situations. Un jour, l'équipe d'Emma fut confrontée à un problème critique. Le lancement d'un produit majeur était menacé en raison d'un revers chez un fournisseur. Au lieu de céder au stress, Emma évalua calmement ce qu'elle pouvait contrôler. Elle réorganisa les priorités de son équipe, communiqua de manière transparente avec les clients et explora des solutions alternatives. Son approche calme inspira son équipe et ensemble, ils naviguèrent avec succès à travers la crise, aboutissant à la conclusion réussie du projet. Emma partagea son parcours avec son équipe, en insistant sur le principe stoïcien de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et d'accepter ce que l'on ne peut pas. Elle cita Marcus Aurelius, les mêmes mots qui l'avaient inspiré des mois auparavant, et expliqua comment cette philosophie avait transformé son approche du travail et de la vie. L'histoire d'Emma résonna avec ses collègues, dont beaucoup faisaient face à leur propre lutte avec le contrôle et le stress. Son expérience devint une source d'inspiration, un témoignage moderne de la sagesse intemporelle du stoïcisme et de la puissance de comprendre et d'embrasser la dichotomie du contrôle. Principe numéro 3, le silence stoïcien. Dans l'ancienne ville d'Athènes, vivait un orateur renommé nommé Démétrius. Connu pour son éloquence et ses discours persuasifs, Démétrius était un homme de mots, prospérant dans l'agora animée et les débats vifs de l'assemblée de la ville. Pourtant, au milieu de sa renommée, Démétrius ressentait un vide non exprimé, un vide que les mots ne pouvaient combler. Un jour, en se promenant le long des rives du fleuve Élysos, Démétrius rencontra un philosophe stoïcien nommé Calix. Calix était un homme de peu de mots, mais sa présence était aussi imposante que celle des orateurs les plus passionnés. Intrigué par cette figure silencieuse, Démétrius l'approcha, désireux de s'engager dans un discours intellectuel. Cependant, Calix offrit quelque chose d'inattendu. Il parla doucement, citant Marcus Aurelius. « Sois silencieux la plupart du temps, ou si tu parles, dis seulement ce qui est nécessaire et en peu de mots. » Il proposa un défi à Démétrius d'embrasser le silence pendant une semaine, d'écouter et d'observer sans parler. Au début, Démétrius était sceptique. Comment le silence pourrait-il être plus puissant que la parole? Pourtant, le vide en lui l'incita à accepter le défi. Pendant une semaine, Démétrius parcourut les rues d'Athènes, sa voix silencieuse, ses oreilles et ses yeux ouverts au monde qui l'entourait. Dans le silence, Démétrius commença à entendre ce qui n'était pas dit. Les soupirs des ouvriers, les rires des enfants, les murmures du vent. Il observa les expressions subtiles de ses concitoyens, leur joie et leur peine, leurs espoirs et leurs peurs. Dans sa quiétude, Démétrius découvrit un monde qu'il n'avait jamais connu, un monde que ses mots avaient toujours noyé. Au fil des jours, Démétrius trouva une paix profonde dans son silence. Il réalisa que dans sa quête incessante d'éloquence, il avait perdu l'essence de la véritable communication.
la capacité d'écouter et de se connecter profondément avec le monde qui l'entourait. Lorsque la semaine se termina, Démétrius retourna voir Calix, un homme changé. Il parla de son voyage dans le silence, comment cela avait ouvert ses yeux et son cœur à la beauté et à la douleur de la vie. Il avait appris à écouter non seulement le monde, mais aussi la voix silencieuse en lui, le guidant vers la sagesse et la compassion. Calix hocha la tête, un sourire connaisseur sur les lèvres. Il avait vu la transformation de Démétrius d'un homme de mots à un homme de sagesse. Il rappela à Démétrius les paroles de Marcus Aurelius, l'incitant à intégrer les leçons du silence dans sa vie d'orateur. Démétrius devint l'une des figures les plus respectées d'Athènes, non seulement pour son éloquence, mais aussi pour sa profonde sagesse et son empathie. Il partagea souvent son expérience du silence stoïcien, enseignant aux autres le pouvoir de l'écoute et la beauté de ce qui n'est pas dit. Par son parcours, Démétrius incarna la croyance stoïcienne selon laquelle la véritable compréhension et connexion ne viennent pas d'une multitude de mots, mais de la profondeur du silence et de la volonté d'écouter le monde et soi-même. Principe numéro 4, le miroir de la vertu. Le principe du miroir de la vertu, du point de vue stoïcien, est un outil profond pour la compréhension de soi et la croissance personnelle. Il consiste à réfléchir sur ses actions et pensées quotidiennes pour voir si elles s'alignent avec les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cette pratique introspective agit comme un miroir, ne reflétant pas votre apparence physique, mais révélant la nature de votre caractère et de votre âme. Pour appliquer ce principe, engagez-vous régulièrement dans l'auto-examen. Demandez-vous: mes actions d'aujourd'hui ont-elles montré de la sagesse dans la prise de décision? Ai-je fait preuve de courage en affrontant mes peurs? Ai-je agi avec justice et traité les autres avec équité et compassion? Ai-je pratiqué la tempérance en exerçant le contrôle de soi? Cette réflexion aide à identifier les domaines où vos actions peuvent diverger de vos vertus aspirantes. Il est crucial d'aborder cette pratique avec un esprit de croissance plutôt que de critique. Reconnaissez que les désalignements ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre et de les canaliser en harmonie avec ces vertus. De plus, le miroir de la vertu va au-delà du développement personnel pour inclure la responsabilité sociale. Le stoïcisme postule que nos actions contribuent au bien-être de la communauté dans son ensemble. En alignant vos actions avec les vertus stoïciennes, vous améliorez non seulement votre conscience de soi et votre croissance personnelle, mais vous impactez également positivement le monde qui vous entoure. En essence, le miroir de la vertu est un processus de réflexion continue qui vous guide vers une vie de vertu, d'intégrité et de but, encapsulant la quête stoïcienne d'une existence significative et heureuse. Principe numéro 5, la folie de la fixation sur l'avenir. La folie de la fixation sur l'avenir, du point de vue stoïcien, consiste à comprendre les inconvénients d'être trop préoccupé par ce qui va se passer ou ce qui s'est déjà passé. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur le présent, pas sur l'avenir. Car s'inquiéter trop de l'avenir ou ressasser le passé peut causer un stress inutile et nous empêcher de profiter de la vie telle qu'elle est maintenant. En termes simples, pensez-y ainsi. Si vous pensez toujours à ce qui va se passer, vous risquez de manquer les bonnes choses qui se passent aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes constamment préoccupé par un entretien d'embauche à venir, vous pourriez ne pas remarquer ou apprécier une belle journée ou un moment agréable avec un ami. De même, si vous êtes bloqué sur quelque chose d'embarrassant ou de mauvais qui est arrivé dans le passé, il est difficile d'avancer et de profiter des moments actuels. Les stoïciens croient que nous devrions planifier pour l'avenir, mais ne pas laisser ces plans contrôler notre bonheur aujourd'hui. Ils pensent aussi qu'il est bien d'apprendre du passé, mais de ne pas le laisser nous retenir. La clé est de trouver un équilibre. En faisant cela, nous pouvons nous sentir plus en paix et vraiment apprendre à mieux nous connaître, en comprenant ce qui nous rend heureux et épanouis maintenant, pas seulement dans un futur imaginé ou un passé rappelé. Principe numéro 6, la citadelle intérieure du stoïcien.
La citadelle intérieure du stoïcien est un principe sur la construction d'un esprit fort et paisible qui peut résister aux défis de la vie. Imaginez votre esprit comme une forteresse ou un espace sûr. Tout comme une citadelle protège une ville, votre citadelle intérieure vous protège des soucis et des problèmes extérieurs. Du point de vue stoïcien, cela signifie s'entraîner à contrôler vos réactions et émotions. La vie nous lance souvent des problèmes inattendus. Des choses comme les embouteillages, les journées difficiles au travail ou les disputes avec des amis peuvent nous bouleverser. Mais si vous avez une citadelle intérieure forte, vous pouvez rester calme et ne pas laisser ces choses vous affecter trop. Pour construire votre citadelle intérieure, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez aller ce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Peut-être écouterez-vous votre musique préférée ou un podcast intéressant au lieu de vous énerver. De plus, pensez positivement et rappelez-vous de vos forces et de vos qualités. C'est comme renforcer les murs de votre citadelle. Il s'agit de bien se connaître, de comprendre ce qui vous dérange et de vous préparer à y faire face calmement. En faisant cela, vous devenez plus paisible. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de votre esprit, vous restez fort et inaffecté. C'est ce que signifie la citadelle intérieure du stoïcien, construire un moi intérieur résilient et paisible. Dans les murmures du passé et les échos du présent, nous avons voyagé à travers les profondeurs du stoïcisme pour nous comprendre nous-mêmes. Tout comme les étoiles guident le marin à travers des mers inconnues, ces principes peuvent vous guider dans le voyage de la découverte de soi. Mais rappelez-vous, le voyage intérieur est sans fin, un chemin tissé dans le tissu même de notre être. Contemplez ces leçons, embrassez-les et laissez-les illuminer les corridors de votre âme. Si les échos de ces vérités anciennes ont résonné en vous, je vous invite à rejoindre notre Odyssée. Abonnez-vous et aimez cette chaîne. Devenez un compagnon de voyage dans la quête de la sagesse. Car dans notre voyage commun, nous découvrons le plus insaisissable de tous les trésors, la compréhension de soi.